Bonjour, je m'appelle Alexis de Soif, je suis avocat spécialisé en droit des étrangers, anciennement président de la Ligue des droits de l'homme et donc depuis 3 jours président d'honneur de la Ligue des droits humains. Mon lien avec les centres fermés est professionnel avant tout. Comme avocat, depuis maintenant une vingtaine d'années déjà, je m'y rends régulièrement pour défendre des personnes qui y sont enfermées, pour les assister dans le cadre de leur procédure d'asile ou alors pour demander leur libération devant les juridictions compétentes. En plus, j'ai un lien dans le cadre de mon activité citoyenne militante. Comme président de la Ligue des droits de l'homme, je m'y suis rendu régulièrement, notamment avec des parlementaires pour leur faire la visite guidée des centres fermés. Et donc voilà, à la fois engagement professionnel et citoyen militant. Qu'est-ce qu'un MENA? Un MENA, c'est un mineur étranger non accompagné. Personne fragilisée par définition, parce que mineur, en plus non accompagné, donc papa et maman ne sont pas là. Et pendant longtemps, en Belgique, on n'avait aucun statut spécifique pour les MENA. Et c'est vraiment suite à des situations totalement ahurissantes qu'est née la conviction qu'il fallait légiférer, donc voter des lois et un système de protection pour ce public particulièrement fragilisé. Et voilà, c'était il y a très longtemps, mais l'affaire Tabita en 2004, si mes souvenirs sont bons, avec condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme en 2006, a vraiment été l'élément déclencheur pour dire maintenant, on rigole plus, il faut légiférer pour protéger ces enfants qui par définition ont besoin de protection parce qu'ils cumulent différentes fragilités. Ils sont enfants, leurs parents ne sont pas là, où il n'y a personne pour les protéger, et en plus ils sont dans une situation administrative précaire. Donc ils cumulent beaucoup de fragilités, et là on a donc une législation de protection. Alors si d'après moi on peut enfermer un enfant, la réponse est claire et nette, non. On n'enferme pas un enfant, point. Point barre si vous voulez, mais je pense qu'on doit vraiment se poser la question, comment est-ce qu'on est arrivé à enfermer des enfants dans les centres fermés et quand on a construit le premier centre fermé, il date de 1990, c'était pour des criminels qui sortaient de prison, qui avaient purgé leur peine et qu'on devait garder sous la main pour les expulser dans leur pays d'origine. Si on avait dit à ce moment-là, on va y enfermer aussi des enfants, tout le monde aurait dit « mais vous êtes fous, non, ça ne sert pas à ça ». Et alors petit à petit, on a élargi, après les hommes criminels, c'était les femmes, et puis aussi des sans-papiers qui n'avaient pourtant commis aucun crime ou délit. Et puis finalement, les sans-papiers, ils font aussi des enfants, on a dit on va mettre des familles avec enfants, et puis on a terminé en mettant des enfants seuls, les fameux MENA, même si on ne les appelait pas encore comme ça. Et si on y réfléchit une minute, on se dit mais on y a été petit à petit, si on avait été d'un coup, on aurait dit jamais. Et donc qu'on réfléchisse pourquoi on a été jusque-là et qu'on ait peut-être ce sursaut en disant mais non, ça ne va pas. Et poser la question même à un enfant ou à un jeune qui va vous dire mais non, c'est pas vrai. Genre moi j'en parle parfois à la table familiale avec mes enfants et qui me disent quoi papa, on enferme des enfants juste parce qu'ils n'ont pas de papier. J'ai connu encore l'époque où dans les années 2000, on enfermait des familles avec enfants et donc j'ai défendu plusieurs familles, plusieurs parents avec leurs enfants. On s'était même organisé avec des visiteurs de centres fermés pour systématiquement déposer des demandes de libération dans la foulée de l'arrêt Tabita, qui était pour une mineure non accompagnée. On a dit mais les conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme pour une mineure non accompagnée valent en fait aussi pour les enfants avec leurs parents, parce que les parents, dans une situation carcérale, ne peuvent plus protéger leur enfant. Et donc on a été devant les tribunaux en disant l'arrêt Tabita vaut aussi pour Madame Y avec ses 3 enfants, ses 4 enfants. Les juges nous disaient mais non, sinon ça veut dire que je dois relâcher toutes les familles avec enfants des centres fermés. Vous imaginez le signal politique? Je dis oui monsieur le juge, c'est que vous devez libérer toutes ces familles. On a perdu jusque devant la Cour de cassation. Il y a même eu une jurisprudence terriblement cynique de la Cour d'appel
de Bruxelles qui disait « Mais en fait, ces enfants ne sont pas enfermés, ce sont leurs parents qui sont enfermés, et vu qu'on ne peut pas séparer les enfants des parents, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les enfants suivent leurs parents en centre fermé, mais les enfants ne sont pas privés de liberté. » Alors d'abord, c'est complètement absurde, et on aurait peut-être aussi pu voir le problème dans le sens inverse, de dire « Mais alors les parents suivent les enfants à l'extérieur ». On ne peut pas séparer les familles avec les enfants, les parents des enfants, mais c'était complètement cynique et absurde de dire ça. Et d'ailleurs, donc la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence complètement absurde et cynique. On a été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et on a obtenu la condamnation de la Belgique pour la détention des familles avec enfants. La dernière condamnation en janvier 2010, une maman tchétchène avec 4 enfants, Mouchkadzieva contre Belgique. Avec mon associé, on était les avocats de Mme Mouchkadzieva que j'allais voir en centre fermé. Avec ses 4 enfants, on a perdu devant toutes les juridictions nationales et puis c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Belgique. Et donc, je pense que comme avocat, on ne peut jamais, on dit s'identifier au dossier qu'on défend et aux causes qu'on défend, sinon on ne dort plus la nuit. Et autant on peut être parfois impressionné à juste titre, mais bien tourner la page, pour l'équilibre personnel c'est important, sinon on ne peut pas travailler efficacement. Eh bien, s'il y a bien une problématique qui m'empêchait vraiment de tourner la page et qui me donnait un goût terriblement amer quand je rentrais chez moi le soir, c'est quand j'allais au centre 127 bis, fin de journée après les consultations, il fait déjà noir, alors on va voir ces familles avec enfants dans les centres, on se dit ça pourrait être moi avec ma femme, mes enfants, et puis on sort de là complètement déprimé, puis on arrive chez soi, je voyais mes enfants du même âge que les enfants que j'avais vus dans le centre, et je me disais juste, c'est pas juste quoi, mais que fout le gouvernement, comment est-ce possible? Et donc moi ça m'a donné une énergie dingue pour aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et obtenir la condamnation de la Belgique. Et on a obtenu ça, et donc ça fait 10 ans qu'on n'enferme plus des enfants dans les centres fermés. Et maintenant, dans l'esprit et dans le cerveau complètement malade d'un secrétaire d'État Asile et Migration, Theo Franken pour ne pas le nommer, renaît cette conviction débile de dire on ne peut pas faire de politique migratoire efficace si on n'enferme pas les familles avec enfants. Et le pire, c'est qu'il y a un gouvernement qui est prêt à suivre, un Premier ministre et des partis libéraux qui ont dans leur ADN la défense des libertés, qui sont prêts à suivre ce parti nationaliste identitaire, la NVA, dans cette folie de politique migratoire ferme et inhumaine, et de nouveau d'enfermer des enfants alors que pendant 10 ans, on a fonctionné autrement avec des centres de retour dont les résultats n'étaient pas si mauvais que ça. 38% d'échecs, ça veut quand même dire, si je compte bien, 62% de réussite dans le retour volontaire, accompagné avec un coach, etc., des familles avec enfants. Et donc, enfermer un enfant parce qu'il n'y aurait pas d'alternative, c'est absurde. Il faudrait que le gouvernement abandonne cette idée. Mais ce n'est pas seulement la faute de ce gouvernement-ci. Le gouvernement précédent, donc ici je tape sur le gouvernement Michel, mais le gouvernement Di Rupo n'a pas exclu dans la loi la possibilité d'enfermer des enfants. Et donc cette loi a été votée sous le gouvernement Di Rupo. Aujourd'hui, ce qui se discute au sein du gouvernement, c'est l'exécution de cette loi votée sous Di Rupo. Et donc c'est une responsabilité collective de cette classe politique d'être à ce point aveuglés par leur objectif qu'ils en ont perdu toute considération pour les droits de l'enfant. Les tests osseux, est-ce qu'ils sont fiables? C'est une bonne question. Effectivement, quand un enfant ou un mineur, une personne se déclare mineur, et spécialement si c'est un mineur étranger non accompagné, il dit qu'il a moins de 18 ans, donc il entre dans un statut de protection, on voit très vite que s'il a l'air d'avoir 18 ans, il y a une méfiance qui s'installe à l'Office des étrangers, on va vouloir procéder à un test osseux pour voir si ce qu'il dit vraiment la vérité. Et c'est souvent un triple test, hein, c'est le poignet, les dents, les gencives, on compare ça avec des données statistiques. Et des études montrent que la fiabilité est relative, c'est qu'il y a quand même évidemment une marge d'erreur qui peut aller jusqu'à entre 1 an et demi et 2 ans. Mais c'est quand même énorme comme marge d'erreur, parce que ça veut dire que quelqu'un qui a
qui a peut-être 16 ans, mais il a l'air d'avoir 18 ans, et peut-être que dans sa croissance, il a une croissance d'un jeune de 18 ans, on va l'exclure d'une procédure alors qu'il est peut-être tout à fait mineur. On va dire, tu es un menteur. Donc, il faut faire très attention avec ça, et je pense qu'il faut dire que si le test osseux dit par exemple la personne a 20 ans et n'a pas moins que 18 ans, il faut être clair, c'est que le doute doit bénéficier au demandeur. Elle est la personne fragilisée, il vaut mieux accepter quelqu'un qui vient de devenir majeur dans une protection spéciale, une procédure de protection d'un mineur, c'est moins grave d'en accepter un de trop que d'en exclure un qui aurait dû avoir la protection et que parce que le test osseux dit « Ah monsieur, vous avez 19 ans, vous avez 20 ans, vous avez menti », alors que c'est peut-être faux parce qu'on est dans la marge d'erreur. Il faut être extrêmement prudent avec ça et le doute doit toujours bénéficier au demandeur. Je pense qu'on doit arrêter de recourir systématiquement au test osseux et se dire que s'il n'y a pas d'apparence de fraude, il n'y a pas de raison de douter de la parole de l'enfant ou de ses parents. Ce que je pense de la nouvelle aile au 127 bis, aile pour les familles, les pavillons familles, comme l'appelle le secrétaire d'État et l'immigration, que c'est une très mauvaise idée. J'ai eu l'occasion de les visiter, un peu contre toute attente, mais lors du festival Steenrock le 5 mai dernier, où je faisais la visite guidée pour des parlementaires, j'ai demandé à visiter plutôt le 127 bis plutôt que le Caricole, parce que j'avais l'espoir de pouvoir demander à la directrice de nous conduire jusqu'au pavillon famille, ce qu'elle a fait en fin de visite. D'abord, elle ne voulait pas, on n'avait pas prévenu, soi-disant, elle n'avait pas les clés. Finalement, on a pu réussir à rentrer sans les clés en poussant la grande grille. C'est très impressionnant parce qu'on est dans l'enceinte du 127 bis, on sort des bâtiments, et puis au fond du jardin, comme ça, ils ont reconstitué une grande enceinte grillagée, qui se ferme à clé, et quand on rentre là-dedans, il y a deux longs blockhaus dans lesquels ils ont mis chaque fois 2 pavillons famille, avec kitchenette, chambre, salon, salle de bain, pour que les familles puissent vraiment vivre en vase clos dans ces petits appartements. Alors il y a un terrain, mais qui est encore un terrain vague, l'idée c'est de faire une plaine de jeu, etc. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est que on a l'impression qu'il y a les avions qui décollent au bout du jardin. Et donc ça fait un vacarme énorme. Et j'ai filmé plusieurs avions décollant. Et il faut s'arrêter de parler, c'est très impressionnant. Or, et là peut-être que c'est une erreur stratégique du secrétaire d'État et l'immigration, il a construit donc ces pavillons famille en bord de piste de l'aéroport. Or, la France a été condamnée en 2016 par la Cour européenne des droits de l'homme pour détention des enfants dans les centres fermés en bord de piste de l'aéroport, je crois que c'était à Toulouse. Et donc, le secrétaire d'État n'a pas tenu compte de ça, et ce qui nous fait peut-être un point d'accroche pour attaquer en justice dès qu'il y aura des familles dans les centres fermés, avec cette jurisprudence-là. S'il avait construit son centre pavillon pour famille à Bruges ou à Merckxplas, où il y a également des centres fermés, on n'aurait pas eu cet argument-là. Et il faut reconnaître que la Cour européenne des droits de l'homme manque de courage, parce que même en 2010, la condamnation dans l'arrêt Mouchkadieva contre Belgique, elle n'a pas dit que la détention des enfants en tant que telle était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a dit la détention dans ces circonstances-là, dans ce centre fermé conçu pour des adultes, est contraire à la Convention. Elle n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement. Et donc, c'est ce qui, sur base de l'enseignement de cet arrêt de 2010, Theo Franken, il dit je construis des pavillons au style Club Med, où les familles sont ensemble, isolées, vie privée, vie familiale respectée, et comme ça, soi-disant, ils se conforment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de 2010. Mais heureusement pour nous, cette jurisprudence a évolué. Condamnation de 2016 pour surcharge de bruit, exposer des enfants comme ça de manière permanente, toutes les 2 minutes, un avion décolle. C'est pas parce qu'on met du triple vitrage à l'appartement que pour autant, ils sont à l'abri du bruit dès qu'ils sortent, un avion qui rappelle aussi en permanence le fait qu'on est là pour être expulsé. Et donc, c'est peut-être un point d'accroche pour contester la détention des enfants. Et puis, quelle que soit la couleur des murs dans les appartements, ça reste une prison. Et on ne met pas un enfant en prison. Point barre.
À la Ligue des droits de l'homme, on a une position très radicale que je soutiens, qui est la suppression des centres fermés. Donc, en tout état de cause, on estime que le fait de ne pas avoir le bon cachet sur le bon papier ne justifie pas une privation de liberté. On n'enferme pas en prison quelqu'un qui n'a pas commis d'autres méfaits que de vouloir franchir une frontière ou de vivre, de chercher un avenir meilleur. Et donc, le fait qu'une personne en fin de procédure d'asile se maintienne sur le territoire parce qu'il n'a pas envie de retourner dans son pays d'origine, parce qu'il vit ici depuis 5 ou 10 ans, que ses enfants vont à l'école, etc., ce n'est pas un délit. C'est une aspiration humaine tout à fait légitime et compréhensible. Et donc, nous disons, pas de centre fermé. Alors, on sait aussi que par ailleurs, c'est une revendication extrêmement ambitieuse et qui demandera peut-être du temps à se concrétiser, que l'opinion publique ne partage peut-être pas entièrement cette exigence et que donc on doit faire beaucoup de pédagogie, faire preuve de beaucoup de pédagogie, expliquer pourquoi il n'y a pas de raison d'enfermer un être humain juste parce qu'il n'a pas le bon cachet sur le bon papier. Mais en attendant d'arriver à cette revendication ultime, la suppression des centres fermés, commençons par en sortir toutes les personnes qui n'y ont pas leur place. Et évidemment, ce sont avant tout les enfants, ils n'ont pas leur place en centre fermé, mais aussi peut-être les personnes malades, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes fragilisées. Et finalement, on va peut-être sortir catégorie par catégorie des personnes des centres fermés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne et qu'ils soient vides. Il y a eu des alternatives pour les familles avec enfants, c'était les maisons de retour avec un programme de coaching pour éventuellement stimuler les personnes, les familles à rentrer volontairement chez elles et les aider pour ce retour, pour le rendre aussi plus concret, pour avoir un suivi au niveau de l'installation sur place, pour être sûr que ça se passe bien, qu'elle ne se fasse pas harceler par les autorités du pays d'origine en cas de retour. Et donc, ce qui marche avec les familles avec enfants, pourquoi on ne le généralise pas pour les adultes qui sont dans les centres fermés et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas... Ça coûte extrêmement cher un centre fermé, ça coûte 215 € par personne par jour. Il y a parfois des personnes qui restent plusieurs mois dans ces centres fermés. Est-ce qu'avec tout cet argent, on ne peut pas avoir un système, mettre en place et financer un système qui serait à tout le moins aussi efficace, mais beaucoup moins attentatoire aux droits et libertés de la personne, et peut-être avec des résultats qui seraient non seulement tout aussi bons, mais avec finalement une expérience beaucoup moins violente pour la personne qui est enfermée comme un criminel et qui est transportée comme un paquet et qui est abandonnée à son sort dans le pays d'origine. Il y a peut-être une responsabilité de l'État à accompagner la personne plus loin que juste essayer de la pousser coûte que coûte dans un avion où après ça ne nous concerne plus soi-disant et où la personne peut se faire racketter à l'aéroport par les autorités nationales, mettre en prison, etc. Alors qu'avec une aide au retour, il peut peut-être y avoir un projet concret pour reconstruire sa vie dans le pays d'origine à l'arrivée. Donc je pense qu'on manque d'ambition et on manque d'imagination pour tout ça. Il y a des personnes pour l'instant qu'on dit qu'il faut renvoyer, mais en fait qui pourraient être régularisées. Il y a des arguments économiques et sociologiques qui plaident parfois pour des régularisations. C'est absolument absurde de vouloir expulser par exemple un travailleur sans papier qui parfois a une famille avec des enfants qui ont été à l'école ici pendant des années, dans lequel on a investi parce que l'enseignement ça coûte à la société. Et par ailleurs on veut faire venir un travailleur étranger en disant oui mais ce sera l'immigration choisie et on choisit les travailleurs qu'on veut, on leur donnera un titre de séjour et puis quoi après ce travailleur il n'est pas... c'est pas une entité isolée, il a peut-être aussi une femme, des enfants qui justement pourront, avec le regroupement familial, venir. On devra investir dans la scolarité de ces enfants qui viennent d'arriver et qui doivent s'intégrer, alors qu'on a sur le territoire des travailleurs sans papier qui ne demandent qu'à être régularisés. Et donc on doit peut-être réfléchir de manière un petit peu plus ambitieuse en disant
est-ce qu'on ne doit pas régulariser, notamment par le travail, toute une série de personnes qui sont déjà sur le territoire, qui sont déjà intégrées, dont les enfants vont déjà dans nos écoles, avant d'envisager cette fameuse immigration choisie qui fait tant fantasmer la droite au pouvoir actuellement. J'en avais fait une plaidoirie au concours international de plaidoirie à Caen. C'était une petite Congolaise, 6 ans et demi. Elle s'appelait Toumba. Elle avait exactement l'âge de ma fille, d'une de mes filles, ma grande fille, qui en a 19 aujourd'hui. Hein, donc Toumba doit avoir 19 ans, mais elle est de retour au Congo maintenant. Elle avait des petites couettes comme ça, elle était adorable. Elle disait rien, elle me regardait, elle était à côté de sa maman. Et puis elle allait rentrer en 2e primaire. Et elle me demandait est-ce qu'on peut enfermer un enfant? Et j'avais juste envie de pleurer, quoi, en disant mais ben non, évidemment que non. Elle a passé tout son été entre sa 1re primaire et sa 2e primaire en centre fermé. Et j'ai perdu toutes mes procédures pour la maman de Toumba et Toumba. Et alors quand je rentrais chez moi et que je voyais ma fille de 6 ans et demi du même âge et que c'était les vacances d'été, on allait aller à la plage et je la voyais faire des châteaux de sable et je me dis c'est quand même fou, quoi, c'est quand même dingue. Et donc ça m'a profondément marqué. C'est peut-être Toumba qui m'a le plus marqué dans ma carrière de 25 ans d'avocat. Que penser des stéréotypes? Ben, c'est que c'est avant tout des stéréotypes et donc il faut faire preuve de pédagogie pour essayer de les démonter, pour dire que ce n'est pas vrai, qu'il y a des métiers où on manque de main-d'œuvre, ou des métiers que la population présente sur le territoire ne veut plus faire. Et donc que notre population vieillit, que bientôt il n'y aura plus personne pour contribuer à la sécurité sociale et payer les pensions, et que donc on a besoin d'immigration. Et puis après tout, la Terre est ronde et les êtres humains ont deux jambes pour bouger. Et donc si on est responsable de guerre ou de pauvreté ou d'inégalité nord-sud, et l'Occident a quand même une grande part de responsabilité dans l'immigration, eh bien on doit aussi en assumer les conséquences. On ne peut pas continuellement vouloir avoir que les bienfaits de la mondialisation et pas les conséquences de la mondialisation, surtout si on est responsable des migrations et que du fait que des gens sont obligés de prendre la route pour avoir un avenir meilleur, pour se mettre en sécurité. Parce qu'il n'y a pas de secret, moi, les gens que je rencontre dans mon bureau comme avocat, la toute grande majorité, si elles avaient eu le choix, elles auraient préféré rester vivre chez elles, dans leur pays d'origine, avec leur famille, leur cercle d'amis, etc. Il faut beaucoup pour comme ça tout abandonner pour essayer de se mettre à l'abri ou avoir un avenir meilleur. Donc ces stéréotypes, il faut justement fermer la porte au populisme qui joue sur ces stéréotypes pour faire encore un peu plus peur à la population et puis faire preuve de musculation en disant on est là pour vous protéger. C'est typiquement ce que notre gouvernement est en train de faire avec Jan Jambon et Theo Franken. Et justement, il faut faire preuve de pédagogie pour dire ne nous laissons pas entraîner dans ces discours stéréotypés, stigmatisants, et prenons un peu de recul, examinons la situation, voyons un peu les enjeux à plus long terme plutôt que juste la prochaine échéance électorale, à 10, 20 ou 30 ans, vers où va notre société, notre sécurité sociale, qu'est-ce que nous avons besoin aussi comme main-d'œuvre et renforcement de la société belge, et on peut changer et se diriger du coup vers une politique migratoire beaucoup plus respectueuse des droits humains. Alors, je pense que la mobilisation est importante, mobilisation de tous les acteurs de la société, mais aussi du citoyen. Mobiliser pour ce qui nous semble juste et avoir du sens. On ne peut pas être heureux tout seul sur notre petit pré carré protégé si on sait que le reste du monde est malheureux ou le reste des habitants ou résidents de ce pays sont malheureux. Et donc, comme citoyen, je crois que c'est important de se mobiliser pour montrer aux politiques qui, justement, à l'ère du populisme, divisent et stigmatisent, c'est de dire « Eh bien non, nous on ne veut pas de ça, ce n'est pas notre modèle de société, nous on veut plutôt que tout le monde puisse avoir sa place, une société inclusive plutôt qu'exclusive. » Et donc,
la mobilisation est importante pour envoyer un message à ces gouvernants, ces populistes, en disant « not in our name », pas en notre nom, on n'en veut pas de votre politique qui porte atteinte aux droits humains et aux libertés fondamentales. Effectivement, quand on peut réfléchir à plus long terme aux alternatives en disant « mais c'est bien tout ce que vous dites, mais alors qu'est-ce que vous proposez comme alternative ?» Eh bien, on voit que l'Europe, depuis une trentaine d'années, fait toujours de plus en plus de la même chose, mais qui ne fonctionne pas. On ferme les frontières, on met des barbelés, on repousse les gens sont obligés de se confier leur vie à des trafiquants d'êtres humains, de prendre des risques inconsidérés, et on pourra faire tout ce qu'on veut, il y en a qui vont continuer à venir, etc. Ça coûte terriblement cher, cette Europe forteresse, avec quel résultat? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à d'autres, vu que ça ne fonctionne pas, à petit se dire, mais si on changeait la logique et que peut-être qu'au XXIe siècle, alors que tout circule librement, les biens, les services, l'argent, il y a juste les êtres humains qui ne circulent pas librement, sauf nous, ce tiers de l'humanité privilégié, nous on peut aller partout dans le monde, mais il y a 2/3 de l'humanité qui est enfermée chez elle. Alors, si on acceptait par exemple de délivrer plus facilement des visas, aujourd'hui on a une migration ventouse. Une fois qu'une personne a réussi à franchir la forteresse Europe, elle est en Europe, elle va rester accrochée parce qu'elle ne peut pas retourner, si elle retourne elle ne pourra pas revenir. S'il y a une liberté de circulation qui s'installe, elle peut venir travailler pendant quelques mois, quelques années, retourner, parce qu'elle sait que si à un moment donné, à un moment plus lointain, elle veut revenir en Europe, elle pourra revenir et circuler. Et peut-être que tout le monde y retrouvera son compte. On reproche souvent à ces personnes comme moi qui tiennent ce discours-là, en disant « Ah, vous êtes pour les frontières ouvertes ». C'est péjoratif en disant ah, « Vous voyez, vous êtes pour les frontières ouvertes, vous êtes un danger pour notre société occidentale ». Non, on est pour une liberté de circulation. Vous allez me dire c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Non, mais c'est formulé de manière plus positive. C'est qu'on puisse installer une liberté de circulation dans l'intérêt de chacun. Et le meilleur argument pour ça, ce sont les zones de liberté de circulation, les zones régionales qui ont été instaurées. L'Union européenne en est un très bon exemple, où on circule librement dans toute l'Union européenne. Quand l'Union européenne s'est ouverte à l'Est, avec tout le bloc de pays de l'Est, après la chute du mur de Berlin qui a été rajouté, il y a une liberté de circulation qui a été instaurée progressivement. Au début, ils ne pouvaient pas venir travailler, il y avait des protections par rapport à l'emploi. Alors il y a effectivement eu des arrivées nombreuses de personnes de pays de l'Est, mais il n'y a pas eu un déplacement massif de population où des pays de l'Europe de l'Est se seraient vidés entièrement au bénéfice de pays de l'Europe de l'Ouest. Et donc, il y a une circulation qui s'installe. Il y a effectivement des gens qui viennent travailler ici, puis qui retournent. L'exemple des Polonais est un exemple quand même fort répandu. Et puis ils retournent là-bas, et puis ils reviennent, et puis ils retournent. En Afrique aussi. Afrique de l'Ouest, il y a une zone de liberté de circulation. Afrique de l'Est également, le East African Community, sans que des pays plus pauvres, parce que dans ces zones régionales, il y a toujours des pays plus pauvres et des pays plus riches, des économies beaucoup plus faibles, des économies plus florissantes, sans qu'il y ait un transfert massif de population d'un pays vers l'autre qui serait déstabilisante pour la région. Et donc ça montre qu'on pourrait petit à petit imaginer et instaurer ça au niveau mondial. Je pense qu'il faut réfléchir à un monde plus juste. Et pour l'instant, ce système, tel qu'on l'a actuellement, ce n'est pas un monde juste. Et donc, réfléchissons à d'autres solutions, surtout que le modèle actuel ne fonctionne pas. Voyons peut-être comment aussi les Nations Unies peuvent avoir un rôle accru là-dedans pour réguler et réglementer ça. Mais ce sont des pistes à explorer en tout cas. Comment peut-on accepter de priver de liberté une femme, un homme, voire un enfant, simplement parce qu'il n'a pas le bon cachet sur le bon papier? C'est une honte. Un jour, nos enfants ou nos petits-enfants nous jugeront pour ça. Partons du principe qu'on n'enferme pas un homme, une femme et un enfant. Point barre.